Bonjour à tous. Très heureux de vous voir aussi nombreux, inclusifs de nombreuses, pour cette conférence de presse de rentrée de l'AMF. C'est une première, mais ce ne sera pas une dernière. Je crois qu'à chaque rentrée, nous ferons le point sur les activités. Nous serons à vos dispositions, bien sûr, pour répondre à toutes les questions que vous souhaiterez nous poser tout à l'heure. Il n'y aura pas de questions taboues, donc il n'y aura pas de réponse taboue, comme je dis toujours. Voilà. En tout cas, on est très heureux avec André Léniel qui complétera mon propos tout à l'heure et non seulement le complétera, mais donnera aussi les dernières informations sur le plan financier de nos relations avec l'État. Et Muriel Fabre, que je salue, qui est en visio, est secrétaire général de l'AMF, hein, André Léniel, premier vice-président, Muriel Fabre, secrétaire générale de l'Association des maires de France, et qui interviendra tout à l'heure. Bonjour Muriel, ravi d'avoir pu être à l'heure après 2h30 pour entrer dans Paris. L'Association des maires de France représente toutes les communes de France, vous le savez, c'est la plus grande association d'élus, peut-être au monde, on ne le sait pas, mais certainement, puisqu'on a 99% des communes, on a quasiment maintenant toutes les intercommunalités, on a très bien progressé ces derniers mois, et c'est donc la plus grande association généraliste, évidemment, d'élus locaux, communes et intercommunalités, et il représente les communes urbaines, les communes moyennes, les petites villes, les communes rurales, plus grande association de communes rurales. Toutes les communes rurales sont inscrites à l'AMF. Et une des difficultés, c'est que nous représentons la diversité, y compris territoriale, politique, sociologique, géographique. Et d'ailleurs, André et moi, en sommes une des expressions de ces différences et qui fait la force de l'AMF, cette représentativité. Et également Muriel Fabre, qui est en Alsace, où j'étais la semaine dernière d'ailleurs. Mais il est vrai que présider une association nationale d'élus locaux depuis une commune dans l'extrême sud-est n'est pas toujours le plus simple sur le plan logistique. En toute hypothèse, on arrive quand même à régler ces difficultés, même si demain je serai dans l'Allier et que le retour s'annonce mouvementé. Les aiguilleurs du ciel participant à la fête des transports est-ouest, mais surtout, enfin nord-sud, mais surtout est-ouest, qui sont toujours très, très complexes. Vous dire que si nous avons souhaité cette conférence de presse, évidemment, pour répondre à vos questions, on va faire des exposés liminaires, vous vous en doutez, mais pour faire un point précis sur les actions que mène l'AMF dans sa tradition depuis 1907 pour défendre les libertés locales et rechercher à la fois de la performance et du sens dans l'action publique par la subsidiarité, par la responsabilité locale, par la décentralisation et par tout simplement la mobilisation des maires que nous sommes. Nous avons également engagé certaines nouveautés depuis presque un an maintenant. Le congrès se tiendra en novembre. Ça fait 10 mois donc, que notre équipe a été élue. Vous vous souvenez dans quel contexte. Et depuis 10 mois, toutes les décisions que nous avons prises, toutes les positions que nous avons avancées, toutes les propositions que nous avons formulées l'ont été à l'unanimité des instances de l'AMF qui représentent toute la diversité des maires et non seulement du prisme politique droite-gauche, mais également des maires apolitiques. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encartés, c'est une majorité, également et des maires droite-gauche, du centre en même temps, enfin de toutes les tendances de l'offre politique actuelle, y compris de l'exécutif, hein, puisque beaucoup de maires qui étaient d'ailleurs sur une liste concurrente proche de l'exécutif ont intégré nos instances et nos décisions à chaque fois se prennent de façon extrêmement collégiale et toujours, et ça c'est factuel, à l'unanimité. Depuis 10 mois, nous avons essayé, nous sommes attachés à instaurer un dialogue loyal. La loyauté a une exigence, c'est la liberté, hein, donc c'est ne pas être soumis. Donc nous sommes insoumis, donc nous sommes libres. Oui, ça vous fait bizarre de me l'entendre dans ma bouche, hein, mais je le disais bien avant que ça se devienne une étiquette politique. Et donc, dans la loyauté à l'égard de l'exécutif et en partenariat, bien sûr, avec les chambres, avec l'Assemblée nationale et avec le Sénat. Et il est vrai que dans les dernières semaines, les derniers mois du précédent quinquennat, dans un contexte préélectoral très, très compliqué, on était en plus avec les soubresauts du Covid qui ont anesthésié la vie politique et la démocratie, avec ensuite le début de la guerre d'Ukraine. Bref, dans cette période de l'automne 2021
jusqu'au printemps 2022, nous avons réussi à obtenir quelques avancées dans un contexte qui était très figé, mais au sein de la loi 3DS, par exemple, qui a occupé l'actualité législative de cette période hivernale, nous avons d'abord dénoncé le fait que cette loi n'était pas le grand acte de décentralisation qui avait été annoncé par le président de la République, ce que Jacqueline Gouraud a reconnu d'ailleurs de façon extrêmement honnête. Elle l'avait dit d'ailleurs dans une interview dans un grand quotidien du soir national, Le Monde pour le citer. Et donc dans ce cas de cette loi assez technique, assez restreinte dans son ambition, on a fait progresser nos aspirations sur l'intercommunalité, notamment pour éviter qu'il y ait des transferts de blocs de compétences obligatoires, qu'on sorte de cette intercommunalité subie et qu'on aille plus vers une intercommunalité choisie. C'est un petit premier pas. Sur également la loi SRU, pour que la loi SRU s'adapte mieux aux réalités locales, historiques et tout simplement urbaines, sur les territoires nationaux, ou sur le ZAN, qui est zéro artificialisation nette, qui n'est pas forcément un marronnier, hein, ce n'est pas un thème forcément grand public, mais qui, je puis vous dire, occupe toutes les assemblées, toutes les réunions d'élus locaux et en particulier de maires. Je parcours la France, j'ai fait énormément de déplacements depuis 8 mois. Je fais au moins un département par semaine, mais il m'arrive d'en faire 3 par semaine. Je pense qu'il y a un rythme de déplacement qu'on n'avait pas connu depuis longtemps, sans être, c'est notre, voilà, j'ose le dire. Et l'AMF est présente et représentée à chaque assemblée générale départementale de maires. Hein. On a mis en place ce fonctionnement, ça fonctionne très bien. Donc, à travers le bureau exécutif, le bureau, les vice-présidents, André Léniel en est bien sûr le premier. Nous sommes à chaque fois présents aux assemblées générales des maires. Il y a 100 associations départementales. Et de même qu'on a renforcé, on a mis en place, on a institutionnalisé des réunions de travail avec la centaine de PAD, de présidents d'associations départementales. Ça a été aussi un des axes forts de ces derniers mois, de renforcer le lien entre la maison mère, si je puis dire, AMF, et les associations départementales qui ont la personnalité morale et qui ont chacune leur mode de fonctionnement. Donc, nous avons bossé dans cet esprit-là avec l'exécutif et je peux dire, et André en est le témoin aussi, que la loi 3DS est passée en CMP parce que l'AMF l'a voulu. Hein. Tout le monde, d'ailleurs, d'honnête dans le gouvernement le reconnaîtra. La CMP a abouti avec l'accord du Sénat et le Sénat s'alignait sur la position de l'AMF. On avait travaillé avec le président Larcher, avec les présidents de groupe pour essayer d'obtenir un maximum d'avancées dans ce texte qui se voulait pragmatique, mais a manqué de souffle et parfois d'ambition totale sur la déconcentration, par exemple. Un des dés, c'est la déconcentration. On sait que c'est un des grands thèmes qu'il faudra aborder dans les prochains mois. Et sans parler même de la décentralisation. Nous avons également animé un débat qui, je pense, a été un des trop rares moments d'expression véritablement, me semble-t-il, organisée, démocratique dans la présidentielle. Hein, il est vrai que dans le contexte du Covid et de la guerre en Ukraine, le débat présidentiel n'a pas forcément pu prospérer comme il aurait dû le faire. Et dans ce contexte, l'AMF a organisé avec Territoires Unis, hein, donc avec Régions de France et Départements de France, qui sont nos partenaires évidemment naturels, nous avons organisé la réception des candidats, 10 sur 12 de mémoire, qui sont venus, mais les 12 étaient invités. Et ce fut, certains d'entre vous l'ont couvert, je crois, un moment concret, intense. Et tous les candidats nous l'ont dit, de véritables, vraiment respectueux des candidats, où chacun a pu s'exprimer avec un temps qui était le même, de 20 minutes de mémoire là aussi, et un temps d'échange, de questions avec des maires venus de toute la France. Bon, c'était, je crois, un moment réussi et qui était véritablement un grand moment démocratique sur les enjeux des collectivités au moment de la présidentielle et ensuite des législatives. Nous avons engagé des travaux spécifiques et à chaque fois, on essaie de s'en faire l'écho, mais il est mon devoir de le rappeler. Donc, on a créé de nouveaux axes de travail de l'AMF dans un champ qui était déjà large. Hein. Il y a des commissions, vous savez qu'il y a des commissions, il y a des groupes de travail,
mais j'ai voulu axer sur des points qui me semblent essentiels, outre ceux que l'on traite déjà, le numérique, le social, l'école, enfin, qui sont majeurs, évidemment l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, mais d'avoir aussi des focus sur notamment la revitalisation rurale, la ruralité. Et donc, une mission a été confiée à Ludovic Rochette, qui est le président de l'association départementale des maires de Côte d'Or. Il a remis son pré-rapport et nous ferons une présentation spécifique, probablement sous forme de conférence de presse, des constats et des propositions donc, que propose l'AMF sous l'impulsion de Dominique Rochette, qui a effectué cette mission à notre demande. De même, vous dire que nous avons lancé donc à la fin du printemps, au début de l'été, un groupe de travail donc, avec une mission spécifique sur la prévention et la gestion des risques, et notamment des risques majeurs. Je l'avais annoncé dans notre pré-programme de candidature à la présidence de l'AMF et la liste que nous avions transpartisane constituée avec André Léniel, mais c'est un thème qui est majeur. Ça paraît évident de le dire, mais personne ne le disait ou peu le disait, et ce sera un thème consubstantiel de l'action. C'est un thème consubstantiel de l'action publique. La politique a été faite pour protéger le groupe et projeter le groupe, mais ce sera un thème croissant, majeur, dans les prochaines années, à la fois de l'action nationale et de l'action locale, la protection des risques majeurs. On fait partie d'une commune qui est exposée à tous les risques majeurs, sauf le risque avalanche. Il faudrait, comme je dis souvent, un renversement climatique là, plus fort que ce que l'on avait anticipé, mais risque d'inondation, crue éclair. Malheureusement, on a eu 20 morts le 3 octobre 2015, submersion marine, tsunami, tremblement de terre, incendie, et puis les risques humains, chimiques, pollution, terroristes. Bref, ça va être, là aussi, on y reviendra, je fais un peu de teasing, mais dans les prochains mois, on fera des focus spécifiques sur le risque majeur. Le maire de Trèbes et le maire de Mandelieu ont pris en charge et tous les deux d'ailleurs ont des communes très exposées au risque majeur, ont pris en charge cette problématique. Et nous allons proposer vraiment de travailler, d'identifier les maillons les plus faibles dans la chaîne de prévention puis d'intervention en cas de risque majeur, et de travailler avec l'État. On l'a vu sur les incendies cet été, c'est toujours les maires qui sont en première ligne, tout le temps. Dans la réalité factuelle, c'est toujours les maires, quel que soit le risque, qui sont en première ligne, qui sont exposés. Donc, comment on anticipe, comment on prépare les populations, comment on développe du civisme face aux risques majeurs, comment ensuite on travaille la coordination entre les services et comment on pratique la subsidiarité. On se protège soi-même, puis on protège ses proches, puis ensuite on facilite le travail des services spécialisés jusqu'au travail des services de l'État, mais avec la subsidiarité. C'est un thème passionnant, c'est un thème essentiel, ce sera un thème croissant, et l'AMF sera pionnière et proactive en la matière sur les risques majeurs. De même, sur la maîtrise du foncier, je ne vais pas m'étendre là-dessus, le foncier, sur lequel on travaille déjà depuis longtemps, va être un outil, une préoccupation essentielle. Je reviendrai sur le ZAN. Si on veut lutter contre le réchauffement climatique, lutter contre les inégalités sociales, il faut par exemple relocaliser des entreprises, relocaliser de la production, faire du circuit court. C'est une évidence à la fois pour décarboner et c'est une évidence sociale. Pour cela, il faut du foncier disponible. Et donc, on ne peut pas dans la même journée nous dire que tous les projets sont figés en attendant de connaître la réalité de la mise en œuvre du zéro artificialisation net, et puis d'un autre côté, nous dire qu'il faut créer des logements sociaux, créer des écoles, créer des crèches et faire venir des entreprises. Voilà. De même que pour faire venir des entreprises, il faut un lien fiscal, mais André ne se manquera pas d'en parler tout à l'heure. Là aussi, je fais du teasing, oui, j'essaie de susciter l'intérêt. Oui, son meilleur agent, je suis son meilleur agent. Il me doit toute sa carrière. Et on a commencé ensemble. Voilà. Donc, je plaisante. Et évidemment, ensuite, sur la coopération transfrontalière, on n'a pas encore communiqué dessus, mais on est en train de mettre en place, là aussi, un groupe de travail sur les problématiques de coopération transfrontalière avec beaucoup de sujets. Bon, je ne m'étends pas là-dessus. De même, et dans les thèmes qui vont être croissants dans les prochains mois, nous allons proposer une démarche très volontariste sur la lutte contre la bureaucratie, pour parler de façon un peu triviale et facile. Donc, pour véritablement
grâce au retour d'expérience que nous avons de tous les maires, je n'ai pas une réunion, là aussi, où que ce soit, sans que, que des maires de toute tendance, de toute génération, de toute typologie de communes ne montrent le côté ubuesque des injonctions contradictoires que nous recevons et surtout des difficultés croissantes de faire avancer des projets. La bureaucratie, elle coûte de l'argent. Cette suradministration, parce qu'il faut de l'administration, évidemment. L'administration est consubstantielle là aussi à une vraie civilisation. De même qu'il faut de l'impôt, qu'il faut le tout, c'est le bon équilibre, c'est la bonne proportion. Et la suradministration, la surschématisation, la recentralisation, la dévitalisation, ouais, tous ces mots en sion, font qu'aujourd'hui, pour faire avancer un projet, il faut beaucoup plus de temps qu'avant. Il faut recourir à de l'ingénierie juridico-administrative très coûteuse. Il faut avoir beaucoup de patience et que donc, cette suradministration, bref, cette bureaucratisation nous coûte du temps, nous coûte de l'argent, nous coûte des nerfs et coûte parfois des projets qui ne peuvent pas aboutir. Hein, lorsque vous faites un projet d'énergie renouvelable et puis que tout le monde vous valide ce projet d'installation de panneaux solaires sur un local à poubelle et puis qu'à la fin, c'est invalidé par l'Adréal parce qu'il estime que vous êtes proche d'une zone Natura 2000, c'est des cas concrets qu'on peut vous exposer. On est dans l'injonction contradictoire et on va à l'encontre du progrès. Donc, on va vraiment, par ces retours d'expérience, peut-être en travaillant avec des think tanks et en tout cas avec des experts, dénoncer ces situations, mais aussi proposer des possibilités de sortir de ces labyrinthes et de simplification, pour reprendre un terme, une tarte à la crème administrative. Et en l'occurrence, nous travaillons déjà, nous sommes là aussi co-créateurs et membres du Conseil national d'évaluation des normes, avec son très bon président, M. Lambert. Nous nous prononçons sur des décrets de plus en plus en urgence. Sur les 12 derniers mois, on a, je crois, de mémoire, on n'est pas loin de quasiment 300 décrets sur lesquels on a dû se prononcer. Hein, c'est presque un par jour, quoi, hein, si vous regardez au jour ouvrable. Et avec des décrets on est souvent saisi en urgence, et des décrets qui sont de plus en plus compliqués. Je ne mélange pas la complexification qui peut apporter des progrès, normes d'inclusion, normes de protection, et la complication, qui, elle, est une contradiction entre normes. Et on l'a bien vu sur la loi climat et résilience du mémoire du 21 août 2021, les décrets d'application sur le ZAN, zéro artificialisation nette, thème majeur et transversal de mes interventions, on se contredisent d'abord la loi, enfin en tout cas nous c'est notre interprétation juridique, et ne font que compliquer la capacité des maires de protéger le foncier et de bien affecter le foncier. Voilà. Donc on a attaqué au Conseil d'État, on a fait de même, donc on attend le résultat, à la fois sur le fait qu'il faille inscrire dans les documents les plus normatifs dans le SRADET opposables et non pas dans le document d'objectifs, les objectifs de ZAN, contrairement à ce qui est écrit dans la loi et dans la règle du fascicule et non dans les objectifs, voilà, je cherchais le terme. De même que l'on a sur la nomenclature qui ne nous paraît pas du tout pertinente. Et puis on a fait une autre démarche avec l'ANEL, l'association des élus des communes littorales, avec qui on travaille très bien aussi, sur les incongruités de la notion de trait de côte et le transfert de charges en fait, qui est balancé sur les communes et qui les étrangle, et les injonctions contradictoires là aussi. Nous avons également renforcer l'action sur l'outre-mer. C'est aussi un engagement que nous avions pris et qui a été concrétisé. Et nous ne sommes qu'au début. Déjà, nous avons intégré au bureau, c'était l'hiver dernier, l'ACCDOM, donc association de collectivités, donc des départements d'outre-mer, et donc qui sont venus partie intégrante, comme toutes les associations d'élus, hein, qui ont toutes leurs sièges, au moins consultatif, à l'AMF. La réciproque n'est pas toujours vraie dans toutes les associations d'élus. En l'occurrence, avec la CCDOM, ça se passe très bien, donc il n'y a pas de difficulté. Et de même que nous avons créé au mois de juin une délégation dédiée à l'outre-mer et donc qui fait partie de l'AMF. Et cette délégation dédiée au DOM au sein de l'AMF vient d'être reçue par le président de la République et le ministre des Outre-mer. C'était la semaine dernière. Donc, une reconnaissance très rapide,
de la pertinence de cette démarche de l'Association des maires de France pour que les singularités, les spécificités, les difficultés des Outre-mer soient reconnues. L'AMF ASC est bien sûr active à l'égard de l'actualité. Je ne reviens pas sur l'Ukraine, mais ce sont les maires de France qui ont accueilli les réfugiés. Ce sont les maires de France qui, non seulement donc, accueilli sur le territoire national les milliers de réfugiés ukrainiens, mais qui parallèlement ont aussi envoyé vers l'Ukraine et vers la Pologne et la Moldavie une aide humanitaire dès les premiers jours. Dès les premiers jours, nous avons été les premiers à nous mobiliser et avec la protection civile, mais également avec Acted pour donc envoyer 8000 tonnes de dons qui ont été collectés par les maires et leurs équipes et distribués. C'est la plus grande collecte de dons jamais réalisée en France. Voilà. Et que nous avons organisée en l'occurrence avec la logistique de la protection civile et par la logistique des communes. Voilà, un rappel assez rapide de ce qui a été fait, de ce que nous allons faire sur le plan thématique, qui n'est pas exhaustif, mais nous serons bien sûr à votre disposition, mais aussi dire que nos actions, elles s'inscrivent dans un contexte institutionnel, politique, qui a été bouleversé, ou en tout cas qui a changé, qui est nouveau depuis quelques mois. Ce contexte-là, on a évoqué bien sûr la géopolitique, on a évoqué la crise énergétique, qui est bien antérieure à la guerre en Ukraine. Les premiers dispositifs inflation, notamment sur l'énergie, datent de novembre 2021. Donc, les problématiques d'inflation, et pas simplement sur l'énergie, sur les produits alimentaires, sur les matières premières qui surenchérissent tous nos coûts d'investissement, mais également nos coûts de fonctionnement, énergie, cantine, etc. Masse salariale avec le point d'indice qui a augmenté de 3,5, plus le GVT, le glissement vieillesse technicité, plus les RIFSEP qu'on a mis en place, qui souvent sont traduits par une légitime augmentation, notamment sous forme de régime indemnitaire, sous forme de primes, pour résumer, de nos collaborateurs, mais Muriel Fabre en dira certainement quelques mots tout à l'heure. Et il y a bien sûr un contexte institutionnel qui a évolué, qui a changé avec on est au début d'un nouveau quinquennat. Emmanuel Macron a été réélu président de la République. Il est légitime et nous devons travailler avec le président de la République pendant 5 ans. Il y a eu une nouvelle Assemblée nationale avec des rapports de force politiques qui ont profondément changé la donne, puisque l'exécutif n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui est aussi une contrainte, mais une opportunité pour faire valoir nos idées à travers les différents groupes qui constituent aujourd'hui l'Assemblée nationale. Bref, il y a une nouvelle donne sur les relations entre l'exécutif et les collectivités. Puis je crois qu'il y a une évidence, c'est qu'on ne pourra aborder la crise dont on ne perçoit pas encore toute l'acuité. On est encore dans le déni de la crise économique à venir parce qu'il y a une illusion de la surconsommation post-Covid et de la distribution d'argent public qui est un facteur d'inflation d'ailleurs. L'évolution de la masse monétaire depuis 2010, depuis la fin de la crise des subprimes et les dispositifs d'aide publique alimentent évidemment une décorrélation entre la monnaie en circulation et la production de biens et services, donc l'inflation. L'essentiel de l'inflation vient de cela. Et c'est une inflation structurelle, ce n'est pas qu'une inflation conjoncturelle liée à la tragédie ukrainienne ou à d'autres phénomènes. Et donc, en l'occurrence, la réalité, c'est que cette crise ne pourra être abordée, ne pourra être transcendée, ne pourra être affrontée, ne pourra être vaincue que si les collectivités territoriales peuvent travailler. Et là, on voit bien qu'on est dans des périodes compliquées. On n'est pas vraiment, c'est pas des transitions, on est dans des contradictions. Il y a des discours qui sont très favorables aux collectivités territoriales, et on les accepte bien volontiers, et il y a des actes qui sont parfois contrastés. Voilà, on en dira quelques mots tout à l'heure, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra affronter les mois difficiles à venir avec la hausse des taux d'intérêt lorsque la consommation va se rétracter et qu'on aura quand même une crise de l'offre. On va avoir une crise de l'offre très, très, très profonde. On a déjà une crise de l'offre. On l'a bien vu sur l'activité touristique. On ne trouve pas de main-d'œuvre. Sur certaines activités industrielles, on ne trouve pas de main-d'œuvre. C'est un facteur de crise de l'offre. On a une crise de l'offre lorsque l'énergie est rare, lorsque certains préconisent de faire fermer des usines pour passer l'époque. Bon, ce n'est pas moi qui préconise ça, hein, j'ai entendu ça dans le débat politique ce matin. Donc, en essayant d'arriver jusqu'ici dans les embouteillages et les bouchons, mais c'était dû à un accident apparemment entre Orly ici. Bref,
on va avoir une crise de l'offre qui risque d'être croissante en plus. Et donc, soit on est sur un schéma de crise assez raisonnable et de déclin assez lent, soit on peut avoir aussi, si les taux d'intérêt réels, aujourd'hui, ils sont encore très, très favorables, les taux d'intérêt réels, parce que l'inflation est élevée, mais quand les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter et qu'on risque d'avoir des taux d'intérêt réels positifs en dégradation, on peut avoir un enchaînement très négatif. La France aborde cette crise avec beaucoup de faiblesse. Faiblesse du déficit extérieur, qui bat tous ses records, qui est le juge de paix de la perte de compétitivité du pays, et faiblesse du déficit public, en l'occurrence, déficit de l'État et des comptes sociaux. Je rappelle que nous votons des budgets à l'équilibre, nous. Qu'il n'y a pas de problème de compte public dû aux collectivités territoriales, que malgré les problèmes de gestion que certaines collectivités ont, parce qu'elles sont dans des secteurs très difficiles ou parce qu'elles sont très mal gérées. Tout le monde n'est pas au même niveau, c'est comme dans les entreprises. Mais structurellement, nous votons des budgets à l'équilibre, en fait, nous apportons un excédent de fonctionnement dans les comptes publics, hein, il faut le dire. Et malgré les difficultés, on a un effet de ciseau, on a une augmentation des charges très forte, on a des recettes qui ne suivent pas l'augmentation des charges, donc on est face à une situation financière de plus en plus difficile et tendue, mais à chaque fois, les présidents d'exécutifs locaux, les maires en particulier, les présidents d'intercommunalité, votent des budgets à l'équilibre, on arrive toujours à faire les économies qu'il faut, etc. Donc, dire qu'on va prélever sur les collectivités pour faire un effort, nous, on le fait tout le temps, l'effort. C'est en fait nous empêcher de faire des efforts et c'est entretenir ceux qui ne font pas d'efforts dans une forme de laxisme budgétaire, en l'occurrence l'État. Donc, j'amorce le débat que va évoquer tout à l'heure, évidemment, André Léniel, mais on est dans cette relation-là qui est en train d'évoluer. Et lorsqu'il y a eu l'annonce du CNR, vous avez vu que nous avons fait passer un courrier en disant voilà les conditions qui sont les nôtres. Sur le CNR, on ne pense pas que ce soit le format adapté. On pense qu'il s'agit plus d'une théâtralisation ou d'une mise en scène du dialogue, mais on ne veut pas faire de procès d'intention. C'est-à-dire que pourquoi on n'y croit pas a priori? Parce qu'on a eu beaucoup d'a posteriori avant, où on nous annonçait des consultations citoyennes, d'impliquer les communes, etc. Puis à la fin, on se retrouvait avec toujours plus de centralisation, nationalisation de la taxe d'habitation, dispositif de Cahors, schématisation supplémentaire, bref, une recentralisation, une forme de tutelle non dite qui se fait au détriment de la performance publique et de la libre administration des collectivités territoriales. Donc, il y a eu beaucoup d'a posteriori. Donc, on est un peu réticent. Mais on veut bien croire qu'il y a une nouvelle donne parlementaire, ça c'est une certitude, et peut-être une nouvelle approche de l'exécutif. Et les premières discussions que nous avons eues avec à la fois la Première ministre et Christophe Béchu ont été positives sur la tonalité, sur la simplicité, la sincérité des échanges. Mais dans les actes, on nous dit qu'il n'y aura plus de dispositif de contrainte administrative, et puis un autre on, qui est Bruno Le Maire, nous dit qu'il va y avoir un dispositif de contrainte à 0,5% des dépenses de fonctionnement. Le contraire de ce qu'on avait dit 3 jours avant. Et donc, je pense qu'il y a aussi des problèmes d'ajustement au sein de l'exécutif. Mais on verra quels seront les arbitrages. On en a eu quelques illustrations sur la CVAE il y a quelques heures. Hein, mais André en dira quelques mots tout à l'heure. Donc, sur le CNR, pas de procès d'intention. Après ce courrier, le président de la République m'a appelé. C'était un week-end, hein, c'était donc juste avant le CNR qui se réunissait le mardi ou le mercredi, je ne sais plus, jeudi, enfin la semaine dernière, et a dit j'entends ce que vous nous dites, et je souhaite vous voir le lundi après-midi. Donc il a bouleversé son agenda. J'ai dit moi je souhaite venir avec Territoires Unis, donc les régions, les départements et les communes et intercommunalités, et donc avec Carole Delga et Sauvadet, nous sommes allés donc à l'Élysée et on a eu 2h30 de discussion très saine, très franche, très directe. Il n'y a pas d'observateur, donc il n'y a pas de point presse ni avant ni après. Non pas que vous soyez la responsable d'une absence de sincérité de nos discussions, mais ça peut inciter parfois à la posture. Donc il y a eu des discussions et le président de la République a dit des choses très simples. Il nous a dit, donc ce genre de discussion n'avait jamais eu lieu avant. Hein. Donc rien qu'en ça, c'est nouveau. Qu'il s'engageait à avoir une discussion directe avec nous, qui ne court-circuite pas nos discussions avec la Première ministre et avec les autres membres du gouvernement, mais sur l'approche stratégique, puisqu'on sait que le pouvoir est quand même très centralisé et très concentré autour du président de la République. C'est institutionnel et c'est une pratique d'Emmanuel Macron.
Donc, au moins 2 fois par an, c'est ce qu'on a dit. Nous, on ne veut pas faire la réunionnite, mais au moins faire le point, dire vous nous avez dit ça, vous ne l'avez pas tenu, ou effectivement, vous avez tenu, et bravo, et on passe à autre chose. Bon, au moins 2 fois par an. Et de façon très simple, des engagements qui ne sont pas négligeables. Un, donc concertation, je l'ai dit. Deux, stabilité financière. Moi, j'ai insisté sur ce point-là, en euros constants. On a tendance parfois à écrire dans nos communiqués de presse, nous demandons, en fait, on ne demande rien. Voilà. Il faut bien comprendre ça. Nous ne demandons rien. Il nous arrive d'exiger, il nous arrive de souhaiter, il nous arrive de proposer, et il nous arrive de rappeler certaines évidences. Ce qu'on appelle les participations financières de l'État, sauf politique nationale choisie, au sein des dotations, notamment de DGF, etc., ce ne sont pas des subventions. Donc, on ne demande pas à l'État de l'argent. On rappelle à l'État son devoir de garantir ses participations financières parce que cet argent appartenait aux collectivités et qu'il correspond à un transfert de charges de l'État vers les collectivités et donc à un transfert des ressources. Article 72 de la Constitution. Principe de subsidiarité, principe de décentralisation. Transfert de charges, donc transfert de ressources. Ou qu'à une suppression d'une fiscalité locale dont que l'État a décidé, dont parfois il a récupéré le produit, et donc l'État doit le rendre, c'était au franc près, puis ensuite à l'euro près. Hein, ça a commencé avec la patente, et puis il y a eu ensuite, etc., la taxe professionnelle, etc. Donc, une stabilité en euros constants. Oui, on ne demande rien, on ne demande pas plus. Nous avons connu, pour les plus anciens d'entre nous, André et moi, une époque où la DGF augmentait mécaniquement chaque année en projet de loi de finances, ça ne se discutait même pas, de l'inflation plus de la moitié de la croissance. C'était jusqu'au début des années 2000. Puis ensuite, c'était sur l'inflation, c'est-à-dire qu'elle restait stable en euros constants. Mais l'enveloppe globale était augmentée de l'inflation. Puis il y a eu la crise des subprimes, elle a été figée. Et ça avait été la révolution au Congrès des maires. C'était Nicolas Sarkozy, le président, et François qui était. Voilà, c'était son bisutage en tant que président de l'AMF. Et ensuite, il y a eu le pillage entre 2014 et 2017. Puis ensuite, c'est redevenu stabilisé globalement, mais sans tenir compte de l'inflation. Donc, il est évident que l'AMF rappelle cette réalité. Si les bases ne suivent pas l'inflation et si les dotations ne suivent pas l'inflation, l'État prend de l'argent aux contribuables locaux, aux collectivités territoriales. Hein, c'est une évidence. Donc, le président de la République nous a dit, je comprends ce raisonnement, et vous avez raison de le rappeler, et donc il a dit, mais je m'engage, est-ce qu'il y a une stabilité de nos relations financières? Il n'a pas dit en euros constants, c'est là qu'on attend de voir. Troisième point, c'est un acte de déconcentration, de réorganisation de l'État déconcentré. On ne peut plus être, je parlais d'injonctions contradictoires, qui viennent parfois de textes de loi ou réglementaires qui se contredisent, mais nous avons aussi des injonctions contradictoires de services de l'État. On travaille très souvent très bien avec les sous-préfets, les préfets, les DDT ou des DTM selon la région. Et puis tout d'un coup, l'ADREAL vous contredit, vous annule des projets. Il n'y a pas un département où on ne me dise pas que l'ADREAL a fait annuler un projet qui était pourtant soutenu par l'État, voire lauréat d'un appel à projet ou d'un appel à manifestation d'intérêt. J'en dirai quelques mots. Donc, il faut revoir cela, qu'on prenne acte de l'échec, de la régionalisation et de l'agencialisation des services de l'État. Je ne parle pas de la régionalisation, je ne me permettrai pas, mais des services de l'État. Et qu'on réorganise tout autour des sous-préfets et des préfets. Le président de la République a acquiescé à ce propos, a dit oui, vous avez raison. Quatrième point, la décentralisation. Il nous a pris au mot, et il a raison. Et mais nous le prendrons au mot aussi. Et on est convenu de se revoir en janvier-février avec le président de la République pour travailler sur vraiment une loi de décentralisation. Sauf qu'en attendant, la décentralisation continue d'être battue en brèche. Les grandes lois de fer de 82-83, dont on fête cette année, on célèbre, en tout cas, nous on commémore les 40 ans, sont dans la réalité affaiblies chaque jour. Puisque dans la réalité, on nous enlève de la responsabilité. Et comprenez bien que dans le contexte économique et social qui est le nôtre, face aux grands défis qui sont ceux de notre époque, le défi climatique, écologique, le défi numérique, vital, c'est celui scientifique et de nos libertés locales, le défi économique, donc social, le défi démographique, le défi civique, la crise civique dont je parle tout le temps, la crise démocratique,
qui se traduit par des taux d'abstention records, par des votes d'humeur ou des votes extrémistes, par de l'atonie, par du désintérêt, par de l'énervement, par de la disqualification, non pas d'arguments, mais de porteurs d'arguments sur les réseaux sociaux, par l'émotion permanente de l'info continue, etc. On est dans une crise civique majeure. On ne pourra retrouver du sens et de la performance que par les communes. Donc nous voulons participer au redressement du pays. Et pour cela, il faut une loi de décentralisation, il faut une loi de liberté locale, il faut que le principe qui a valeur constitutionnelle de subsidiarité devienne une réalité en France. Donc, nous avons ces défis à relever, et dans l'immédiat, le défi de la loi de finances, avec évidemment des préoccupations très fortes pour nous, de faire en sorte que nous puissions assumer nos missions. Des piscines qui ferment, c'était impensable. Mais de même qu'il était impensable que des services d'urgence d'hôpitaux, 21% des services d'urgence des hôpitaux n'assument plus ce qui caractérise la fonction publique, c'est-à-dire la continuité du service. Parce que le service public, c'est universalité, continuité. C'est ce qui fait que c'est si noble. Donc, nous sommes dans cette situation où il y a encore des dénis sur la réalité de la situation. Il y a une grande mobilisation des maires, il y a une grande unanimité, mais bien sûr, on tire la sonnette d'alarme, on apporte des propositions, on apporte notre bonne volonté, et nous confirmerons bien évidemment toutes ces dispositions dans le cadre du congrès des maires qui aura lieu en novembre prochain, et dont la thématique centrale, mais il est encore, là aussi je fais du teasing, sera sur la capacité de faire. Quelle est la capacité de faire? L'impuissance publique est une des causes majeures de la crise civique que j'évoquais. Dans nos communes, nous faisons encore, mais on est de plus en plus en difficulté financière, en insécurité juridique. On est exposé sans arrêt à la vindicte, à la mise en cause, qui est normal. Nous voulons être contrôlés, nous voulons être sanctionnés, nous voulons rendre des comptes, mais nous voulons de la sécurité juridique et de la capacité en droit et en argent d'agir au plan local. Parce que nous sommes le dernier creuset républicain et social. Parce qu'aujourd'hui, la commune est la dernière institution qui est encore soutenue par les habitants, et où nous arrivons, c'est une terre d'innovation, la commune, c'est une terre de transmission, c'est une réalité géographique, c'est une réalité historique, c'est une réalité humaine. Voilà ce que je voulais dire en propos liminaire, avant de passer la parole à André Léniel, puis à Muriel Fabre. Merci David. David Lisnard vient de faire un tour d'horizon de l'immense travail qu'on accomplit dans cette maison. Nous avons eu un quinquennat qui s'est terminé il y a maintenant quelques mois, qui a été un quinquennat de recentralisation forte. J'avais eu l'occasion de dire que l'autonomie financière était devenue un mirage et que la libre administration des collectivités locales, deux principes qui sont dans la Constitution, étaient en réalité en guenilles. Depuis le début de notre nouveau mandat, pas seulement celui au sein de l'AMF, mais des maires, nous sommes depuis 2 ans et demi en crise successive, souvent cumulative. Ça a été bien sûr la crise sanitaire, je ne vais pas épiloguer, mais de la crise sanitaire est sortie aussi une crise sociale, une crise économique, et nous sommes maintenant dans une crise financière, la crise démocratique étant d'ailleurs malheureusement un fil rouge à toute cette période. C'est dans ce contexte que nous nous trouvons. Il semble qu'il y ait des évolutions en ce qui concerne les discours. À l'issue des élections, et le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue est peut-être une explication de l'évolution de ce discours. Mais je crois qu'il faut bien scinder le ton et le fond. Le ton a évolué incontestablement, et nous nous en réjouissons. David l'a dit, je le dis avec lui, le ton a changé, nous nous rencontrons, nous parlons. C'est déjà un immense progrès, et je veux en donner acte. Mais je veux parler du fond. Et on ne peut pas
avoir un ton qui est contredit au quotidien, des annonces qui sont contredites au quotidien. Le grand rendez-vous de la sincérité du gouvernement, c'est la loi de finances. Et malheureusement, ce que nous savons de la loi de finances ne nous semble pas aller dans le sens d'une amélioration des relations entre l'État et les collectivités territoriales. J'avais eu l'occasion de dire que depuis maintenant un certain nombre d'années, l'exécutif nous considère comme des sous-traitants des politiques de l'État et nos budgets comme des budgets annexes. J'ai conduit une délégation de l'AMF le 1er de ce mois et hier, avec 3 ministres, le ministre des Comptes publics, M. Attal, M. Béchu et Mme Kague. Force est de dire que nous sommes loin de compte. Ce que nous avons d'ailleurs appris hier, c'est qu'en réalité, c'était une réunion où on nous disait ce qui avait déjà été transmis. Ce qui ne nous paraît pas la bonne méthode. Et il y a, pour ne pas alourdir mon propos, 3 points majeurs. D'abord, l'annonce de la suppression de la CVAE. Monsieur le maire nous a expliqué que ça se ferait en 2 fois. Mais faire en 2 fois une mauvaise action ne change rien au fait que c'est une mauvaise action. Nous avons dit très clairement notre refus de la suppression de la CVAE. C'est une erreur. C'est une erreur, d'abord parce que c'est dans la continuité de ce qui s'est fait précédemment, que ce soit sur la taxe professionnelle ou sur la taxe d'habitation. C'est-à-dire que chaque fois que l'État entend faire un cadeau, il le fait avec l'argent des autres, c'est-à-dire en l'occurrence avec l'argent des collectivités territoriales. On peut débattre ou non du bien fondé de faire un cadeau au MEDEF de la part de l'exécutif, mais qu'il le fasse avec ses propres impôts. Or, il y a des impôts économiques dont tout le monde considère qu'ils ne sont pas bons et qui mériteraient, eux, peut-être d'être corrigés. Mais la CVAE a été au contraire un progrès lorsque la taxe professionnelle a été supprimée. Tout le monde a considéré que justement nous sortions des impôts de production, contrairement à ce qui nous est rabâché à longueur de colonne. Ça n'est pas un impôt de production, c'est un impôt économique qui est post-production. C'est aussi couper le lien entre le citoyen et le monde économique. On nous a déjà coupé le lien entre le citoyen et les collectivités territoriales, et maintenant on veut couper le cordon ombilical entre nos collectivités locales et le monde économique. Et en définitive, ce quinquennat redémarre exactement dans les mêmes conditions que le quinquennat précédent, puisqu'il avait commencé par l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation, que celui-ci commence par l'annonce de la suppression de la CVAE, qu'il avait commencé par les contrats de Cahors et qu'aujourd'hui, j'en parlerai dans quelques instants dans le détail, on nous propose un dispositif qui n'en porte plus le nom, mais qui en garde malheureusement les défauts. Et donc le deuxième point, ligne rouge pour nous, c'est ce qu'ils appellent la contribution au redressement des finances publiques. Je veux dire qu'il y a une ambition de redressement des finances publiques, me paraît une nécessité. Mais les collectivités territoriales ne portent en rien, les difficultés des finances publiques. Cela a été rappelé, les collectivités territoriales dans leur ensemble, et en particulier les communes et leurs intercommunalités, n'ont pas de déficit, au contraire. Elles ont un solde, 3 milliards, légèrement positif. Par ailleurs, nous sommes dans une situation où notre dette, d'abord, pèse peu, mais surtout, elle est autofinancée par les collectivités elles-mêmes. Ça ne pèse en rien, puisque nous finançons nous-mêmes, à travers nos impôts locaux, quand on en a encore, notre capacité à emprunter et à répondre, bien entendu, aux impératifs de remboursement et de paiement de l'intérêt. Donc, ni sur la dette, ni sur
Les autres aspects, et en particulier le déficit, les collectivités territoriales ne sont concernées. Et aujourd'hui, on nous annonce, avec une immense générosité, qu'on nous ferait confiance. C'est le mot qui a beaucoup été employé hier dans la réunion. Mais que, bien entendu, il ne pouvait pas y avoir de confiance sans contrainte. Je cite les ministres. Je vous laisse apprécier. Je vous laisse apprécier. C'est très exactement ça qu'on nous a dit. Et que, bien entendu, on toiserait un certain nombre de collectivités territoriales. On ne sait pas encore d'ailleurs combien. Hier, on nous a dit ça, ce n'est pas totalement arbitré. On toiserait un certain nombre de collectivités territoriales, sans doute la totalité des régions, des départements et des villes, en disant non, à l'époque, c'était à partir d'un budget de 60 millions, c'était trop élevé, il faut qu'on le baisse. Ce qui veut dire que ça concernerait beaucoup plus de communes et intercommunalités. Et bien entendu, au bout d'un an, on fera le bilan. Et si vous n'avez pas respecté ce qu'on vous demande, eh ben, on vous rattrapera au virage. Pardon, ça n'a pas été dit sous cette forme, mais c'est très exactement cela. C'est-à-dire qu'on nous propose une baisse de nos dépenses de fonctionnement de 0,5%. On a fait un calcul rapide, ça représenterait une ponction sur les 5 ans proche de 15 milliards. Après, ça dépendra du nombre de collectivités concernées, ça pourrait être un peu moins, un peu plus, mais c'est autour de 15 milliards. C'est-à-dire qu'on nous a dit, vous savez, la ponction de 10 milliards qui avait été annoncée, on y renonce. Mais qu'on nous dit aujourd'hui, vous serez taxés, pour ceux qui sont concernés uniformément, à hauteur de 0,5%. Avouez que c'est une curieuse manière de concevoir la confiance et les relations équilibrées entre l'État et les collectivités territoriales. Le troisième point, qui est aussi une ligne rouge pour nous, c'est l'actualisation, l'indexation de la DGF. David l'a dit il y a quelques instants, la DGF, c'est un dû. Ce n'est pas un cadeau de l'État. C'est un dû de l'État à l'égard des collectivités territoriales. Et bien entendu, si ça n'est pas actualisé au niveau de l'inflation, c'est un recul. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé ces 5 dernières années, puisqu'on nous a dit stabilité. D'abord, je rappelle que chaque année, il y avait plus de 50% des collectivités qui voyaient leur DGF baisser, mais qu'en plus, comme c'était en euros courants, nous étions chaque année, en tout état de cause, taxés de l'inflation. Ce qui pouvait sembler moins important quand nous avions une inflation autour de 1%, ce qui, bien entendu, est inenvisageable et inacceptable quand l'inflation est à 7%. Ce sont là 3 lignes claires sur lesquelles il ne peut pas y avoir d'accord si le gouvernement n'évolue pas. Bien entendu, nous sommes aussi étonnés de la manière dont on nous dit qu'en tout état de cause, la CVAE sera supprimée. Monsieur le maire semble oublier qu'il y a un Parlement et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité absolue. Et donc, nous en appelons au Parlement pour que soient préservées les capacités indispensables des collectivités locales pour répondre aux enjeux de notre temps et aux attentes de nos concitoyens. C'est bien entendu un appel, je ne sais pas s'il sera entendu justement, mais je veux dire, cette annonce de monsieur le maire qui fait comme si tout cela était avéré, bon, soit il anticipe le 49.3, une hypothèse de travail, mais même le 49.3, rien n'est jamais sûr dans la vie. Je laisse chacun y réfléchir. Donc, nous avons là 3 sujets majeurs de préoccupation. Il y en a d'autres, mais je ne veux pas allonger mon propos. Et dans le même temps, nous ne sommes pas maîtres de l'évolution. On nous dit, vous devez limiter à 0,5. Mais attendez, est-ce que c'est nous qui décidons de l'augmentation de l'énergie? Est-ce que c'est nous qui décidons de l'augmentation du coût des transports? Est-ce que c'est nous qui décidons de l'augmentation de la restauration scolaire? Est-ce que c'est nous qui... Bon, je vais arrêter là ma liste. Je pourrais dire, d'ailleurs, est-ce que c'est nous qui décidons de l'augmentation de nos propres salariés? Je me réjouis qu'il y ait eu d'ailleurs une actualisation. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui l'avons décidé, c'est l'État. Et donc, on nous dit, on vous met une barre, mais vous êtes
en aucun cas capable d'agir sur ce qui créera la dépense qui sera la vôtre. C'est donc totalement inacceptable. Totalement inacceptable. On nous demande en quelque sorte de piloter dans le brouillard, sans visibilité et sans instrument de bord. C'est la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les élus locaux qui ont la charge de préparer leur budget 2023. Vous conviendrez que c'est bien entendu tout à fait périlleux pour tout le monde et d'une particulière complexité. Nous demandons à ce que toutes les collectivités puissent bénéficier, j'allais dire, des mêmes règles que les entreprises, que les particuliers sur le bouclier énergétique. On m'a répondu hier par la négative. Voilà quel est l'état de la situation. D'une part, une évolution sur le ton, et d'autre part, malheureusement, j'allais dire, une continuité dans l'action qui recentralise, qui corsette l'ensemble de nos actions. On nous dit dialogue. Je vais vous citer que 2 exemples. Il y a 2 textes qui viennent de sortir là en 10 jours. Le premier sur la loi accélération des énergies renouvelables. Les collectivités territoriales ne sont même pas citées et n'ont pas été associées à la préparation. Est-ce ça, la nouvelle méthode? Est sortie, je crois, hier. Les ordonnances sur l'outre-mer. L'ordonnance, il y en a que sur l'outre-mer. David vous a rappelé tout ce qui a été dit au plus haut sommet de l'État sur la nécessité de prendre en compte l'outre-mer. Nous n'avons pas été associés à la préparation de cette ordonnance. Ce n'est que pour citer, je pourrais en citer beaucoup d'autres, les 2 derniers exemples, puisque l'un est d'hier, l'autre de la semaine précédente. Rien n'a changé aujourd'hui dans la méthode. Et donc, je le redis, j'ai commencé mon propos en disant il y a le ton et le fond. Le fond, malheureusement, reste exactement le même que celui que nous avons connu sur les 5 années précédentes. Et le ton ne saurait nous faire oublier que cela va dans le mauvais sens, c'est-à-dire un sens qui ignore la subsidiarité et qui ignore ce qui s'est pourtant révélé décisif dans les crises que nous venons de vivre et sans doute à nouveau décisif dans les crises que nous allons continuer à vivre, qui s'appelle la proximité. Merci André. Donc voilà pour ces précisions, entre autres financières. Et donc, pour résumer, c'est-à-dire que nous devons nous veiller à ce que nous puissions travailler en tant qu'élus locaux, que l'État nous laisse bosser, s'occupe moins de ce qui est notre ressort et s'occupe beaucoup plus de ce qui est de son ressort à lui, et notamment du régalien. Parce que j'évoquais ma tournée dans les départements et dans les associations départementales de maires. Il n'y a pas non plus une assemblée où on ne parle plus aujourd'hui de problèmes de sécurité des élus. Vous le savez, malheureusement, ça devient là aussi un marronnier parce que la réalité est ce qu'elle est, d'agression des élus, mais tout simplement de sécurité et de manque de moyens régaliens. La sécurité est une mission régalienne, c'est pour ça que l'État a été inventé. L'homme est un loup pour l'homme. Et donc, à ce titre, les problématiques régaliennes sont aussi croissantes dans nos discussions et c'est un des thèmes également que nous mettons sur la table de la Première ministre et du Président de la République et des ministres. Pour évoquer les problématiques qu'elle souhaite d'ailleurs, mais en particulier l'organisation de la fonction publique et de la fonction publique territoriale, la parole est à Muriel Fabre à distance, donc en visio. Muriel, à toi. Merci beaucoup. Alors effectivement, je vais venir compléter les propos déjà bien étayés du président et du premier vice-président. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, nos défis sont nombreux, économiques, avec cette hausse de l'inflation. Nous devons accompagner la transition écologique, évidemment, et répondre aux défis environnementaux. C'est une question finalement de la résilience de nos territoires qui se pose. Et David, le président, l'a rappelé, il y a aussi cette crise démocratique, ce lien entre le citoyen et le politique. Nos collectivités sont
et seront toujours les premiers acteurs. La crise sanitaire l'a démontré. On a répondu aussi pour la guerre en Ukraine. Et nous devons aujourd'hui très clairement répondre évidemment à ces enjeux, nous adapter aux réalités et surtout, effectivement, accompagner l'ensemble de nos agents dans ce changement. On oublie parfois trop souvent, même nous en tant que maire et président de PCI, nous sommes d'abord et avant tout aussi des employeurs. Il faut quand même rappeler que nous avons 1,3 million d'agents communaux et intercommunaux qui, aujourd'hui, œuvrent au quotidien pour nos services publics de proximité. Et c'est vrai que l'AMF a toujours été très présent dans l'accompagnement de nos agents. Présent tout d'abord récemment dans le cadre de l'accord sur le télétravail. L'accord et cette signature nous montrent fortement l'engagement des maires et des présidents de PCI dans ce cadre-là. Mais nous avons aussi, et André Léniel l'a rappelé, accompagné le mouvement de revalorisation du point d'indice, arrêté aujourd'hui à 3,5%. Je ne reviendrai peut-être pas sur le calendrier ou la méthode, puisqu'il a quand même été annoncé très abruptement, et peut-être rappeler aussi, une fois de plus, que ce sera un coût aussi sur nos budgets, parce que bien évidemment, si la question de la revalorisation salariale aujourd'hui est une priorité pour nos agents, c'est toujours sur nos budgets de fonctionnement que cela coûte. Et aujourd'hui, on estime quand même que c'est à peu près 2,3 milliards par an pour les collectivités, cet impact donc d'augmentation du point d'indice, sachant que nous avons quand même à chaque fois, puisque le gel a été fait pendant de nombreuses années, mis en place des mesures de compensation, notamment dans le cadre du régime indemnitaire. Et puis, dois-je le rappeler, nous avons aussi eu la loi de transformation 2019, dont les mesures continuent encore et encore à s'appliquer. Nous avons pris en compte les mesures sectorielles, nous avons pris en compte les mesures catégorielles, et cela aussi a un coût. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, André Léniel l'a rappelé, quelques compensations dans la loi de finances rectificative, mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, bien évidemment. Nous avons concrètement besoin d'avoir des moyens pour agir aussi, pour accompagner nos agents. Nous avons aussi besoin, et je pense plus particulièrement aux territoires ruraux, le besoin d'être outillés pour ce faire. On parlait tout à l'heure de sécurité juridique en matière de RH et de gestion managériale, c'est indispensable également. Nous avons besoin d'ingénierie pour nos territoires, nous avons besoin d'être conseillés et nous avons besoin d'accompagner le maire et le président de PCI en tant qu'employeur territorial, c'est absolument indispensable. Et puis, un point peut-être aussi très important en matière de fonction publique territoriale en ce moment, nous en parlons beaucoup, c'est l'attractivité. Elle rejoint peut-être d'une manière un peu globale la crise de l'emploi, mais effectivement aujourd'hui, comment attirer en fait de jeunes talents dans la fonction publique territoriale, comment redonner du sens à leur mission, comment les fidéliser, comment les accompagner dans leur carrière professionnelle, comment leur apporter un véritable parcours professionnel, parce qu'aujourd'hui, la jeune génération qui se retrouve sur le marché de l'emploi n'est absolument plus la même que nos agents que nous avons recrutés il y a 20, 30 ou 40 ans. Donc, il y a besoin aussi là d'avoir des mesures très précises. Et dans le cadre de l'attractivité, je pense notamment au rapport Laurent, l'AMF avait également fait des propositions très concrètes dans ce cadre-là. Et puis, évidemment, nous avons des difficultés de recrutement. Nous avons des métiers en tension. Alors, en cette période de rentrée, je pourrais penser aux ATSEM, aux animateurs, également dans le cadre de la police municipale, mais aussi et surtout de nos secrétaires de mairie, clé de voûte pour les collectivités de moins de 2000 habitants, clé de voûte indispensable pour les maires. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une population vieillissante, proche du départ en retraite. Et si nous n'arrivons pas à attirer des recrutements et des personnes qualifiées pour ces postes-là, c'est tout un pan de collectivités qui vont se retrouver en difficulté. Nous avons travaillé, nous avons mis en place 26 propositions. Aujourd'hui, il en est ressorti une UNBI, que nous avons pu d'ailleurs revaloriser par rapport aux premières annonces gouvernementales, grâce au travail en commun avec les organisations syndicales, et une question d'appellation secrétaire, pas secrétaire. Il y a encore 24 autres propositions. Elles sont sur la table. Tous nos partenaires s'en saisissent aujourd'hui. C'est un sujet à l'ordre du jour. Et je pense concrètement qu'il faut que ça redevienne sur le devant de la scène et qu'on agisse concrètement dans ce cadre. Et puis, une note positive aussi, la protection sociale complémentaire, une action sociale forte des employeurs sur laquelle l'AMF, là aussi, était présente
dès l'origine, avec la signature de notre premier accord de méthode donc cet été, un grand pas, une marche voilà, exceptionnelle vers une action sociale qui sera très protectrice de nos agents, bien évidemment, mais surtout, enfin, la possibilité de négocier collectivement en face à face, en bilatéral. Et je dois vous avouer que employeurs territoriaux et organisations syndicales qui discutent hors champ de l'État, eh bien, c'est assez positif, ça fait souvent consensus et surtout, ça nous permet de nous enrichir mutuellement. Je ne voudrais pas être très longue puisque tout a été quasiment dit finalement, mais peut-être effectivement rejoindre les propos qui ont été faits. Aujourd'hui, on a besoin dans la fonction publique territoriale, dans toutes les évolutions que va nous proposer très certainement le gouvernement, mais dans tous les autres domaines, d'être en concertation par rapport à toutes ces évolutions qui risquent de nous impacter. On a trop souvent découvert des mesures, soit par voie de presse, soit par hasard de réunions ministérielles. Il faut qu'on puisse travailler en amont. Je l'ai rappelé souvent aussi pendant les réunions, on le rappelle régulièrement, il faut aujourd'hui nous garantir la libre administration des collectivités. Nous avons des spécificités, chaque collectivité agit selon ses propres moyens et ses propres spécificités territoriales. Il faut aujourd'hui avoir des pistes concrètes pour garantir. La Constitution ne suffit pas, il nous faut une véritable autonomie, il nous faut des moyens. André Léniel l'a rappelé, nous avons un objectif de réduction de dépenses publiques dans un contexte inflationniste. Nous avons des baisses de recettes, nous avons des hausses d'énergie, nous devons maîtriser notre masse salariale et nous devons garantir la qualité des services publics qui doivent être rendus. Les élus locaux ont toujours été responsables, ils ont toujours été là, ils ont toujours su être au rendez-vous. Pour pouvoir continuer à le faire, il faut aujourd'hui effectivement leur donner les moyens d'agir. Merci Muriel, très belle conclusion. Et nous passons aux questions. Alors chacun lève le bras. Moi, je ne distribue pas le micro, je serais bien incapable. Se présente, pose la question. Bonjour. Et nous répondons ou pas. Voilà. Bonjour, Alison Tassin pour TF1 et LCI. Le gouvernement a fait un certain nombre d'annonces sur le bouclier énergétique hier, notamment concernant les communes, avec des communes, enfin des aides pour 30 000 communes, notamment les plus petites, avec une hausse bloquée à 4%, mais également d'autres aides. Est-ce que vous êtes satisfait de ces annonces? Et puis par ailleurs, vous avez évoqué une loi de décentralisation peut-être l'année prochaine. Sur quel axe précis vous souhaitez de la décentralisation et est-ce que le président vous a déjà donné quelques axes? Merci. Alors sur le premier point, je laisserai le deuxième sur la décentralisation, même si, bien entendu, nous avons des idées communes sur le sujet. Sur le premier point, je me réjouis que l'on prenne en compte les 30 000 communes, 30 000 plus petites communes, puisque c'est ça. Et donc, je m'en réjouis pour les communes concernées. Mais le problème, c'est que l'essentiel de la crise énergétique est porté par les communes qui ont les équipements. Or, ce sont justement les 5 000 les plus peuplés. Et donc, c'est bien de le faire pour les 30 000, mais ce que nous demandons, nous, c'est que le dispositif soit étendu, j'allais dire surtout à celles qui ont des dépenses. C'est d'ailleurs ce que j'ai répondu dans ma réunion avec les 3 ministres hier qui m'en informaient. Je leur ai dit, très bien, nous sommes heureux pour les communes rurales. Souvent, elles ont la salle des fêtes et la mairie. Et heureusement qu'elles ont ça. Mais les petites villes-centres, les grandes villes, portent tous les équipements sportifs, les équipements culturels, les écoles. Donc aujourd'hui, c'est une annonce, j'allais dire, à grand bruit et à bas coût. Et donc, nous demandons l'extension de ce dispositif à l'ensemble des communes. Ce premier pas est un pas positif, mais on s'est arrêté au quart du travail qu'il fallait faire. En fait, il faut toujours revenir à l'équité. C'est-à-dire qu'on nous rabâche sans arrêt lorsqu'on veut faire des dispositions, lorsqu'on veut bouger, qu'il y a un principe d'égalité. Et ceux qui nous rabâchent le principe d'égalité s'assoient dessus régulièrement. Regardez sur le projet de loi de finances rectificative, on a obtenu quelques dispositions grâce à l'action des sénateurs, des députés et de l'AMF, mais qui finalement sont des dispositions très compliquées, alors qu'on disait qu'il suffisait d'indexer la DGF. On n'a même pas besoin de le dire.
Bon. Et on ne revendiquait rien d'autre. Il y a un autre dispositif qui a été mis en place sur le projet de loi de finances rectificative, à hauteur de mémoire, grâce au sénateur, on l'a fait remonter à 700 millions, mais qui ne sera applicable qu'à l'automne 2023 et ne va concerner que des communes avec des critères très compliqués, donc de 20%, de la capacité d'autofinancement qui a dû diminuer de 25% et qui représente 20% des recettes de fonctionnement, moins de 20% des recettes de fonctionnement ou l'inverse. Enfin, bon. Et qui finalement se traduit par une injustice totale parce que les communes qui ont fait le plus d'efforts pour préserver leur CAF sont sanctionnées, nivellement par le bas. Sur le dispositif énergétique, d'abord, oui, on prend acte, comme l'a dit André, de cette enfin prise de conscience de la réalité qui est la nôtre. Il y avait des dispositions nationales, qu'on soit pour ou contre. Moi, je ne suis pas un fanat de ces dispositifs d'aide, mais qu'on soit pour ou contre, on ne peut pas dire on les applique aux entreprises et aux habitants, mais on ne les applique pas aux collectivités, parce que c'est une façon de faire transférer sur nous la popularité de mesures correctives et de donner le beau rôle. Donc là, il y a une annonce hier. André vient de dire quelle était l'approche de l'AMF. Nous allons voir ce qui va être proposé très concrètement par le gouvernement. On sait d'expérience qu'il faut attendre de voir ce qui est proposé concrètement et pas de s'arrêter aux annonces. Sur la décentralisation, il serait à la fois prématuré et irrespectueux des communes membres de l'AMF et des autres associations d'élus locaux, et notamment de régions de France et de départements de France, que de définir ce qui serait un pré-projet de loi sur la décentralisation de liberté locale, simplement sur les grands principes qui ont été évoqués avec le président de la République en présence des régions de France et des départements de France. La santé, le social doit être décentralisé. Les hôpitaux auraient vocation, pourquoi pas, à être régionaux ou départementaux. Le médico-social à être départemental. Le président est allé assez loin dans la validation des principes que nous avons évoqués, puisque nous sommes très attachés au modèle français d'État-nation. Nous ne demandons pas un État fédéral. Ce serait un autre débat, mais ce n'est pas du tout la demande. Donc, on ne demande pas à faire la loi. En revanche, on demande à pouvoir appliquer la loi et à réglementer. Et donc, à ce qu'il y ait un transfert de capacité réglementaire d'application des lois aux collectivités territoriales, qui apporterait beaucoup de souplesse, de simplicité, ferait faire beaucoup d'économies au pays. Voilà, je ne peux pas aller plus précisément parce que je vous dis ce serait inconvenant par rapport à nos partenaires et de toute façon, ça nécessite que nous, on travaille aussi, on se mette au point au sein de l'AMF. Sans être inconvenant, j'ajouterai simplement à ce que vient de dire David, que bien entendu, nous demandons des responsabilités nouvelles, mais nous demandons les moyens qui permettent d'assumer ces responsabilités. Et il y a une revendication qui est commune aux régions, aux départements et aux communes et intercommunalités, c'est bien entendu, au-delà de l'autonomie financière, l'autonomie fiscale. Il ne peut pas y avoir de décentralisation réelle sans autonomie financière et fiscale. C'est donc un élément central de toute évolution de la décentralisation dans notre pays. François Gervais, Horizon Politique, vous parlez des moyens financiers des communes. Il y en a un qui est la taxe foncière. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un envol de la taxe foncière? Et est-ce que vous envisagez de demander une sorte de bouclier sur l'augmentation prévisible de la taxe foncière? Alors, on n'est pas des fous des boucliers. Hein. Non. Voilà. C'est-à-dire que parce que le bouclier, en fait, c'est faire payer quelqu'un d'autre très souvent. Et c'est toujours le même, c'est le contribuable in fine. Et c'est surtout nos générations futures quand on voit l'évolution de la dette de l'État. Donc nous, on pense à nos enfants, nos petits-enfants, etc. Un. Deux, tout est fait pour qu'on ait la tentation d'augmenter le foncier. Sauf qu'en réalité, il y aura peu d'augmentation de foncier, des taux, hein, je parle. Et de toute façon, c'est de la libre administration. C'est à chaque maire de décider. Ce n'est pas à l'AMF de décider, c'est encore moins au gouvernement. C'est à chaque maire de décider l'évolution des taux du foncier sur sa commune. Pourquoi il y en aura peu? Pour plusieurs raisons. D'abord, les maires sont très réticents à augmenter la fiscalité naturellement. On rend des comptes, on est habitant parmi les habitants. Deux, parce que de toute façon, face à l'ampleur du défi financier et de la réalité financière, le volant de la taxe foncière est devenu
j'allais dire, une composante parmi d'autres. Ce n'est pas marginal, ce n'est pas dérisoire du tout, surtout pour ceux qui le payent. Mais l'enjeu n'est pas là. C'est-à-dire qu'il faudrait une augmentation tellement forte du foncier pour répondre aux enjeux financiers que ce serait une très mauvaise mesure. Donc, il y aura peut-être des augmentations ici ou là, voire des baisses. Chacun fait comme il veut avec sa foncier. Puis le troisième argument, c'est que c'est profondément injuste de ne faire reposer la participation fiscale locale qu'aux propriétaires. Quatrièmement, à force de matraquer les propriétaires, on n'a plus de locataires. Parce que là aussi, l'offre crée la demande. Parce que si on veut qu'il y ait des locataires, il faut que les propriétaires aient intérêt à avoir à faire du locatif. Donc, à avoir des biens mis sur le marché locatif de la résidence principale et pas simplement faire du Airbnb parce que c'est plus rentable. Donc, pour toutes ces raisons-là, ce n'est pas à nous de dire ce que doit faire chaque maire avec son foncier bâti. Ça a peu de portée financière en réalité au regard du panier des recettes des collectivités territoriales, enfin des communes, pardon. 3, il y a quand même le souci de protéger les propriétaires, en tout cas de moins les accabler. Les propriétaires sont très accablés en France. Et j'ajoute simplement en complément que souvent, il y a une mauvaise lecture du foncier, parce que dans le foncier, il y a aussi les taxes d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers. Je rappelle ça. Or, ça augmente et ça risque d'augmenter de manière très importante, tout simplement parce qu'il y a la taxe générale sur les activités polluantes qui va être multipliée par 2 ou 3 dans les 3 ans qui sont devant nous et sur lesquels nous n'avons aucune maîtrise. Et d'autre part, l'envolée des coûts du traitement des déchets ménagers. Or, nous retrouvons la TEOM, la taxe, dans les taxes foncières. Et bien entendu, nos concitoyens, ils regardent l'addition, ils ne regardent pas forcément les différentes colonnes. Et donc, parfois, on nous parle d'augmentation du foncier, alors qu'en réalité, c'est l'augmentation du coût du traitement des déchets ménagers qui, lui, est malheureusement exponentiel. Et je suis convaincu que dans les mois à venir, vous en entendrez souvent parler. Oui, bonjour. Franck Lemarque de Maire Info. 2 questions. Sur l'énergie toujours, hier, Bruno Le Maire, devant une commission du Parlement, a dit qu'il voulait conditionner les aides énergétiques aux communes en fonction de leur gestion, en disant que celles qui étaient mal gérées n'auraient pas d'aide, et en citant le cas des communes qui avaient beaucoup embauché comme preuve de mauvaise gestion. Donc peut-être un commentaire là-dessus. Et deuxièmement, sur les taux d'intérêt, l'augmentation des taux d'intérêt commence et elle n'est pas prête de s'arrêter. Est-ce que vous êtes en mesure de chiffrer les conséquences sur les budgets, en sachant que les taux d'intérêt sont du fonctionnement, et que si on empêche d'augmenter les dépenses de fonctionnement et que les taux d'intérêt augmentent, comment on gère cette équation? Alors, très rapidement, il faudrait que celui qui juge de la bonne gestion soit lui-même un adepte de la bonne gestion. Moi, en tant que citoyen, je regarde la gestion de l'État. Le déficit de l'État a repris sa progression à partir de 2018. Il baissait depuis la fin de la crise des subprimes. Il a augmenté à partir de 2018, bien avant le Covid. Donc, je ne suis pas sûr que dire des phrases comme ça, là aussi, je peux parler d'inconvenant, c'est très inconvenant. Je sais qu'André trépigne, mais tu vois, il est et il est fougueux. C'est une de ses qualités nombreuses. Et deuxième élément, c'est très contradictoire parce que sur le projet de loi de finances rectificative, ce que j'évoquais tout à l'heure, les dispositifs d'aide ont concerné les communes qui voyaient leur CAF fondre. Est-ce que le fait qu'une CAF… C'est quoi les critères de bonne gestion d'après Bruno Le Maire? Donc, une commune qui augmente ses dépenses de fonctionnement, elle a sa capacité de financement qui diminue, puisque voilà, la capacité de financement, c'est le différentiel entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. C'est l'épargne brute, pour résumer. Donc, il y a 2 mois, on aidait les communes qui auraient été mal gérées d'après ces critères, ou simplement qui étaient en faiblesse. Troisième élément, l'augmentation de la masse salariale. Moi, dans ma commune, je l'ai diminué depuis que je suis maire chaque année, en nombre d'effectifs et en masse salariale. J'ai fait des gains de productivité, mais peut-être parce que j'ai pu le faire. Il y a eu un gain mais des communes qui ont un fort gain démographique, qui tout d'un coup ouvrent une école, il ne faut pas recruter d'ATSEM. Des communes qui voient qu'il n'y a plus un policier national ou un gendarme et que la nuit, on est démunis face à des faits de violence extrêmes, de plus en plus. On leur dit de ne pas recruter de policiers municipaux. C'est une mauvaise gestion de recruter un policier municipal.
C'est une mauvaise gestion de recruter un ATSEM. C'est une mauvaise décision de recruter un AESH pour aider des enfants en situation de handicap. On attend toujours les AESH de l'État sur le temps scolaire. Je l'ai rappelé au ministre de l'Éducation nationale récemment. Les difficultés dans le milieu scolaire des enfants porteurs de handicap, parce qu'il n'y a pas d'AESH. On ne cesse d'alerter là-dessus. Il ne faut pas les gérer, c'est une mauvaise gestion. Donc oui, parfois, il peut y avoir de la mauvaise gestion locale, il peut y avoir des sureffectifs, on entend ça à longueur de journée, il peut y avoir du clientélisme même, c'est très mal, il faut le condamner. C'est le problème de la responsabilité locale, que les gens se présentent aux élections, qu'ils gagnent les élections municipales, qu'on rende des comptes. Mais qui est l'État pour avoir ce paternalisme constant alors qu'on a des budgets à l'équilibre, dire qui est mal géré ou bien géré? On ne veut plus de paternalisme. On n'en veut plus de ça. On en a assez. Voilà. On est adulte, responsable, on rend des comptes, on est employeur et tout simplement, on est à égalité avec l'État. Et l'État, c'est nous, disait l'autre. Et d'ailleurs, le président Macron nous l'a rappelé que l'État, c'était nous, dans son discours au Congrès des maires. Donc oui, l'État, c'est aussi nous. Manifestement, Monsieur le maire a des difficultés avec les institutions. Sur la CVAE, il enjambe allègrement le Parlement. Et là, il fait fi de la Constitution et de la libre administration. Et bien entendu, ça n'a strictement aucun sens. David a raison, le paternalisme d'État est sans doute le pire de tous les paternalismes. Oui. Manon Malher du Figaro. Justement, sur la CVAE, je voulais revenir sur l'idée, si je comprends bien, ce serait de la compenser par une fraction de la TVA. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais dont la répartition serait territorialisée en fonction de la dynamique économique. En tout cas, les détails restent à préciser et le diable se cache dans les détails. Mais est-ce que ce n'est pas une piste intéressante? On voit que les régions sont quand même ne sont pas mécontentes d'avoir reçu une fraction de la TVA. Donc voilà, juste préciser ce point parce que vous avez raison de dire sur la CVAE. André a participé à la discussion. On va vous dire simplement, d'abord, vous avez raison de dire qu'il y a actuellement une dynamique de recettes, celle de la TVA. Et l'inflation, nous, on n'a pas de dynamique de nos recettes vu qu'on nous a dévitalisés. Mais l'État a une dynamique sur ses recettes en ce moment, en euros courants, puisqu'on parle de entre 29 et 35 milliards selon les hypothèses. C'est plutôt 35 milliards. Nous, ce qu'on dit simplement à l'AMF, c'est qu'on est prêt à discuter de tout, y compris de la CVAE, mais on veut rappeler le lien entre la liberté de taux et un impôt économique et pas de production, parce que c'est ce qui nous permet d'investir pour accueillir les entreprises, ce qui nous permet d'être en compétition entre nous-mêmes. Ça crée de la responsabilité, ça crée de l'émulation et ça nous incite à faire venir des entreprises. Ça, c'est le point. Ensuite, l'hypothèse B, c'est celle de la TVA qui semble être retenue. C'est une situation de repli. C'est peut-être la moins pire des situations de repli, mais encore faut-il l'évaluer, faut-il en mesurer l'impact et en attendant, plutôt que de se jeter là-dessus, un dégrèvement sur l'exercice prochain serait la mesure la plus raisonnable, parce qu'on est sûr d'être compensé, pour concevoir un système qui répond à la volonté commune d'avancer sur ce sujet. Je passe la parole à André Léniel, qui va être beaucoup plus percutant que moi là-dessus. Je veux dire, nous, on ne veut pas s'inscrire dans ce qui remplacerait la CVAE. Nous sommes opposés à la suppression de la CVAE, parce que c'est un lien essentiel et décisif entre nos collectivités territoriales et le monde économique. Je vais prendre un exemple, je l'ai pris devant les ministres. Alors, si vous, en plus, ajoutez le ZAN à cela, je peux vous dire que si vous êtes bloqué sur le plan de vos superficies de zones industrielles par le ZAN, et que d'autre part, on vous dit que vous n'aurez pas de retour financier sur les efforts que vous ferez pour accueillir des entreprises, alors il faudra être un saint pour accepter les activités telles qu'elles sont un peu lourdes, un peu polluantes, un peu difficiles. Moi, j'ai une demande là sur ma ville de 11 hectares. Exactement. Non, mais je veux dire, là, on est dans des injonctions totalement contradictoires. On nous dit qu'il faut industrialiser. Mais vous ne pourrez pas étendre vos zones industrielles parce qu'avec le zéro artificialisation net,
vous allez être en difficulté, il va falloir demander des dérogations, il va falloir se battre comme des chiens pour obtenir quelques hectares supplémentaires. On vous dit, vous n'aurez plus de retour financier. Mais attendez, quel est l'intérêt de mettre en difficulté la ville? Parce que quand vous acceptez des activités lourdes en matière industrielle, il y a aussi, j'allais dire, des contraintes pour la population, des difficultés locales à envisager. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous dire à la fois réindustrialiser, et en ce qui me concerne, mais l'AMF aussi, nous sommes pour la nécessité de réindustrialiser notre pays, mais qu'on ne passe pas que l'État ne passe pas son temps à nous mettre des boulets aux pieds à travers Lausanne ou à travers la suppression de la CVAE, qui vont bien entendu brider les initiatives qui pourront être prises sur le territoire. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc après, savoir les techniques de remplacement, on ne veut pas se situer là. On connaît bien évidemment toutes les techniques et on peut en débattre. Et d'ailleurs, j'ai indiqué au ministre que si le Parlement en décidait ainsi, alors il fallait se donner un an pour choisir. Et c'est facile, il suffit de dégréver pendant un an, ce qui pendant un an nous laissera le temps de négocier, de discuter le remplacement éventuel. Mais ce n'est qu'une fois que le Parlement aura décidé la suppression de la CVAE, nous refusons à anticiper le fait que le Parlement ne se battrait pas contre cette mauvaise politique parce qu'elle sera négative sur le plan économique pour notre pays. C'est carré. Bonjour, ici à... Bonjour, Julien Écuyer du journal La Voix du Nord. Une petite question sur la transition écologique, un des piliers de l'action qui doit être menée par le gouvernement. Est-ce que vous avez l'impression d'être le parent pauvre de la concertation autour de ce sujet? Je pense notamment au débat qu'il y a pu y avoir autour du fonds vert, qui est pourvu d'1,5 milliard d'euros, mais dont on a du mal à estimer, je pense que l'AMF aussi me rejoindra là-dessus, sur les moyens d'y avoir accès, sur les conditions. Et l'autre point, c'est sur la loi d'accélération au développement des énergies renouvelables. Est-ce que vous ne craignez pas d'être mis entre le marteau et l'enclume, entre l'injonction de l'État et en même temps les problèmes que ça pourrait poser, les frictions que ça pourrait entraîner sur le terrain? La loi d'accélération, je l'ai évoquée d'ailleurs tout à l'heure. C'était évoqué par André. Et Oui. d'ailleurs, il y a un peu les réponses dans votre question, là. La façon dont vous la posez. Mais on ne veut pas être que négatif. Je le répète, on ne veut pas faire de procès d'intention. C'est le début d'un quinquennat. On essaie d'instaurer des relations de travail et de coopération avec l'exécutif, parce que c'est notre mission. On l'a toujours fait. On a toujours travaillé dans cet esprit-là, d'ailleurs. Hein. Mais revenons aux faits. Sur les faits, le 1,5 milliard 100 millions, très bien. On attend d'en connaître la précision, parce que si c'est le retraitement de crédit d'État, vous comprenez, de crédit d'État dans ses relations avec les collectivités, qui sont réorientés vers cette pratique de l'appel à projet, de l'appel à manifestation d'intérêt, qui est une forme de tutélisation de l'action locale. Ça, on n'en veut pas. Et d'ailleurs, dans la discussion qu'on a eue avec le président de la République lundi dernier, enfin lundi, il y a 8 jours, il l'a dit, et il l'a dit très clairement, que lui-même, il a dit, vous avez raison, vous m'aviez alerté là-dessus, nous ne pouvons plus travailler par appel à projet systématique et appel à manifestation d'intérêt, parce que ça écarte des politiques nationales l'essentiel des collectivités territoriales, les communes, qui n'ont pas le temps de répondre, qui n'ont pas l'ingénierie pour, et ça enrichit les cabinets de conseil. Donc, ce milliard 500 millions, si c'est des crédits supplémentaires à l'indexation de la DGF, etc., c'est formidable. Et dans ce cas-là, les collectivités apporteront leur part. Il faudra voir quelle est la responsabilité. Mais si c'est simplement du retraitement de crédit et un transfert de compétences et de responsabilités sans les moyens, donc on va être très vigilant et très soucieux d'en savoir plus. Ça a été annoncé il y a plus d'un mois, on n'a pas de précision. Sur la loi, je l'avais dit à la Première ministre, ne loupons pas cette concertation. Malheureusement, le texte nous a été transmis ficelé et dans une procédure d'urgence. André l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas eu de vraie concertation sur ce texte-là. Et oui, mais nous sommes habitués à être entre le marteau et l'enclume. C'est pour ça que de temps en temps, on est obligé de faire un peu le marteau aussi. Sur le fonds vert, quelques précisions. J'avais été le premier à faire un communiqué pour dénoncer le risque de recyclage des crédits.
Lors de la première réunion que nous avons eue avec les ministres, toujours dans la perspective de la loi de finances, l'un d'entre eux a cité ceux qui étaient sceptiques, a repris quasiment mot pour mot mes propos, au point qu'à un moment, je lui ai dit, écoutez, l'auteur est là, donc vous pouvez peut-être l'authentifier. Ça a permis de débusquer quand même, selon leur dire, que sur le 1,5 milliard, il y en aurait déjà 600 qui seraient du recyclage. 600 millions. Bien. C'est-à-dire des fonds existants déjà qui sont réintégrés à ce fonds vert. C'est ce qui nous a été indiqué. Je pense qu'on aura la nécessité, nous, de faire l'inventaire peut-être plus complet. Et donc, d'ores et déjà, sur le 1,5 milliard, c'est au mieux 900 millions. Deuxième sujet, comment seront répartis et selon quelle gouvernance ces 900 millions? Et là, on n'a pas eu de réponse, et je crois que le gouvernement, d'ailleurs, pour l'instant, n'a pas lui-même la réponse, si j'ai bien compris. Mais faisons simple. Il faut que ça soit traité au plus près du terrain, c'est-à-dire au niveau des départements. Au niveau des départements, il y a des instances élues, et en particulier, il y a la commission DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux. Cette dotation est habituée à donner des avis sur la répartition, en particulier de la DETR, comme je viens de l'indiquer. Eh bien, faisons en sorte que s'il y a des crédits nouveaux, cette commission qui est élue démocratiquement dans chaque département et qui est représentative de tous les niveaux de collectivité territoriale, eh bien, soit en charge de donner des avis au préfet sur la bonne utilisation de ces crédits. Parce que si nous nous retrouvons une fois de plus avec une gestion centralisée de la répartition de ces crédits, alors je ne suis pas sûr que ça soit d'une grande efficacité. Bonjour. Bonjour, Cyril Peter, journaliste au Moniteur. Les promoteurs immobiliers, par la voix du président de la FPI, leur fédération nationale, reprochent aux maires de distribuer au compte-gouttes les permis de construire depuis 3 ans. Que répondez-vous? Rien. Rien. Que c'est une fake news. Qui s'occupe de faire la promotion immobilière et puis on s'occupe d'instruire les permis. Ce que je vous dis, il y a des droits à construire, il y a des PLU, et on a rappelé tout à l'heure la multiplication des contraintes qui pèsent sur le foncier, qui s'adressent aux législateurs et au gouvernement qui a voulu la loi climat et résilience, qu'il s'adresse aux contradictions de la loi SRU, qu'il regarde la réalité des plans de prévention des risques. Moi, je suis sur un territoire, comme on dit maintenant, qui a 70% de restrictions d'interdiction de construction. Et en toute hypothèse, comme c'est urbain, je revendique le fait de débétoniser. Mais encore faut-il pouvoir faire de la verticalité. Et quand vous voulez faire de la verticalité, on vous oppose nombre d'arguties là aussi. Donc, je comprends. C'est-à-dire que les promoteurs sont dans le rôle de dire attention, il y a un problème de mise en construction. Ils ont raison, il y a un problème de mise en chantier, ça c'est sûr. Mais qui ne tient pas aux maires. Voilà. C'est une fake news. Les maires veulent fournir des logements, les maires veulent faire des écoles, veulent faire des. Voilà. Et préserver l'environnement et faire des grands espaces verts. Donc, moins artificialisé, plus monté. Il faut que la population l'accepte aussi. Oui, Mariko Huot, AEF. Vous êtes passé assez rapidement sur le sujet sécurité en disant que le régalien relevait de la responsabilité de l'État, mais je vois dans le dossier de presse que vous demandez à participer aux discussions sur ce sujet-là. Donc, quel type d'association ou de participation vous souhaitez avoir en ce qui concerne la sécurité? Plus largement, quelles sont les doléances de l'AMF sur ce sujet-là? Et quel regard est-ce que vous portez sur la présentation qui a été faite la semaine dernière du projet de loi orientation-programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI? Alors, c'est un sujet très, très vaste. On constate partout, et notamment en zone police, qu'il y a des problèmes de présence policière. Le taux d'utilisation sur le terrain des effectifs de police nationale est passé de 41% à 37% en 5 ans. Donc, ce n'est pas forcément un problème d'effectifs globaux, c'est un problème d'organisation. Et là aussi, de surcharge administrative. Tous les policiers, tous ceux qui font du judiciaire, et c'est encore plus vrai dans la magistrature, vous disent qu'il y a eu une inflation exponentielle, non pas des prix en l'occurrence, mais des procédures et de la paperasse. Donc, la clé, elle est là. C'est-à-dire qu'on pense que quand on regarde le ratio d'effectifs de police par rapport aux habitants, on est plutôt dans la bonne moyenne.
En revanche, sur le terrain, il n'y en a quasiment plus. Et donc, d'un côté, on ne peut pas se contenter de dire c'est régalien, mais on est obligé de le rappeler. On ne peut pas se contenter de dire parce que les habitants, ils viennent vers nous. Parce qu'à chaque agression, à chaque vol de montre, à chaque personne à chaque rixe, il y a au moins 2 agressions au couteau par jour, enfin bien plus d'ailleurs maintenant, on vient vers nous. Donc, il est temps de travailler sur le continuum de sécurité, de dire qu'on n'acceptera pas de transfert de responsabilité sans transfert de moyens. Il y a un vrai débat. Les polices municipales n'ont pas le pouvoir de demander des papiers d'identité, sauf sur réquisition du parquet, donc les opérations SLIC. Et dans la réalité, les polices municipales en zone très urbanisée sont les primo-intervenantes. C'est au maire de décider s'il met une police municipale ou pas, s'il l'arme ou pas. Mais en revanche, il est évident que lorsqu'on intervient sur du judiciaire de facto, alors ça nous est interdit sur les accidents de la route, c'est-à-dire sur les accidents de circulation, la police municipale, dans les zones police, de plus en plus intervient alors que c'est un acte d'enquête qui, normalement, est du ressort de la police nationale. Donc, ce qu'on ne veut plus, c'est cet entre-deux. Nous souhaitons ardemment que l'État assume ses fonctions régaliennes. 2, nous ne voulons pas que nos polices municipales soient considérées comme les supplétives de la nationale. 3, on attend d'être conviés à Beauvau pour répéter les propositions qui avaient été faites dans le cadre. Il y a eu un Beauvau de la sécurité, souvenez-vous, fait partie des grandes messes régulières. L'AMF s'était invitée à ce Beauvau et à l'initiative de plusieurs maires, dont Frédéric Masquelier, notamment de mémoire, le maire de Saint-Raphaël. Plusieurs propositions avaient été faites. Je ne peux pas aller plus loin dans le détail aujourd'hui, si vous voulez. Mais c'est un sujet, hélas, qui est devenu majeur et qui renvoie au pacte républicain, c'est-à-dire la protection des plus faibles face à l'insécurité. Bonjour, Thierry Dupont pour Contexte. Je vous entends faire état des difficultés des collectivités territoriales et notamment des communes et des intercommunalités. En juillet, la Cour des comptes a sorti un rapport sur les finances publiques locales où, je les cite, elle parlait d'une situation très favorable financière pour les collectivités territoriales, et notamment pour le bloc communal. Et moi, ce qui m'interroge, c'est qu'on n'arrive pas à avoir, ça ne date pas de cette année, ça date depuis des années, à chaque fois que je suis des conférences de presse, notamment de l'AMF, on n'arrive pas à avoir un diagnostic partagé en fait, entre l'État et les collectivités. Alors, d'où ça vient? Comment vous expliquez ça, à chaque fois, ce hiatus entre les constats? Alors, il y a un diagnostic partagé. C'est l'interprétation du diagnostic qui n'est pas bonne, c'est la prescription du docteur. Les mêmes qui nous disent qu'on est des mauvais gestionnaires disent qu'on est super bon, qu'on est super favorable, enfin, ils sont dans la contradiction. Il y a une règle d'or qui s'applique. Donc, on l'applique. Donc, on dégage, on est à l'équilibre, on dégage des excédents. Alors, selon les années, le total des excédents, c'est entre 4,5 milliards et 3 milliards. Enfin, je sais pas. André la dernière fois. Et le président du comité des finances locales, donc il vous le dira ça. Deuxièmement, il y a eu, comme on était dans une période de très lourde incertitude, il y a eu chez les collectivités le même effet chez les particuliers, c'est-à-dire un report de dépenses, notamment d'investissement. Et ça, ce n'est pas bien, puisqu'on représente 70% de l'investissement. Donc, si les collectivités sont attaquées dans leur capacité de financement, dans leur CAF, on risque d'être dans une spirale infernale de problématiques de crise économique. Nous portons 70% de l'investissement public, alors que nous ne représentons que 19% de la dépense publique. 19% de la dépense publique, 70% de l'investissement. 19% investissement et fonctionnement compris. Ça veut dire à quel point on est vertueux. Ce n'est pas parce qu'on est vertueux et rigoureux qu'on est sur des tas d'or. Il y a eu également une sorte d'épargne de précaution qui renonce à l'investissement. Donc tout cela, on l'a écrit. Il me tarde de pouvoir partager la réponse qui a été faite à la Cour des comptes, écrite tous les jours à la Cour des comptes. Je ne savais pas, en tant que président de l'AMF, qu'on était autant sollicité par la Cour des comptes. On passe notre temps à co-signer des courriers à la Cour des comptes. Mais, voilà. Mais André va vous donner les précisions sur… je ne vais pas aller très loin, mais d'abord, il y a un outil objectif, c'est le rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale, qui est incontesté. Je le préside par ailleurs, mais ce n'est pas parce que je le préside qu'il est incontesté. L'ordre règne à Varsovie. Ce n'est pas parce que je le préside qu'il est incontesté, c'est parce que nous travaillons avec les chiffres qui nous sont fournis par l'État. Et il va sortir à la documentation française dans les semaines à venir, mais si vous voulez la voir, vous allez sur le site de la DGCL, il y a tous les éléments. Moi,
Rappelez, c'est sur le site de la DGCL. Exactement. Voilà, hein. Non, mais et voté à l'unanimité par le comité des finances locales, toutes tendances confondues, toutes strates confondues, tout ce que vous voulez. Non, il ne les traite pas de la même façon, justement. C'est là un des biais méthodologiques. Bien. Mais là, il faudra, moi je l'ai déjà dit 100 fois à la Cour des comptes, et nous contestons leur méthode de calcul. Bien, la nôtre est acceptée, y compris par le ministère des Finances. Bon, voilà. Deuxième sujet, mais sans faire trop de technique, ça serait trop long, mais la Cour des comptes a établi qu'en 2021, c'était bien parce qu'il comparait à 2020. Donc moi, dans le rapport, c'est pour ça que je vous recommande sa lecture, j'ai non seulement la différence entre 2021 et 2020, bien sûr, mais forcément 2021 apparaît comme une très bonne année par rapport à 2020. Mais j'ai aussi une colonne que j'ai ajoutée supplémentaire, qui est la comparaison 2019-2021. Parce que la dernière année normale de gestion des collectivités, c'était 2019. Et alors, vous découvrirez que c'est loin d'être la situation décrite par la Cour des comptes. Voilà. Oui. Donia Nessib, JDA. Gilles Averroux évoquait hier, dans la foulée de son élection à la tête de Ville-de-France, la constitution d'un collège de parlementaires au sein de l'association pour renouer avec le Parlement, comme les relations étaient effectivement très fragilisées par le non-cumul des mandats. Est-ce que vous travaillez également à sur ce type de stratégie pour pouvoir davantage peser sur les débats budgétaires parlementaires à venir? Moi, je félicite d'abord Gilles Averroux, qui connaît très bien les collectivités, qui s'est toujours d'ailleurs impliqué, y compris à l'AMF, et qui va être un très bon président de l'association de la PVF pour laquelle il était élu hier. Je le félicite doublement puisqu'il rejoint donc ce que fait l'AMF, puisque nous avons créé un comité législatif local qui figurait dans nos engagements, qui a été créé il y a quelques semaines et qui permet précisément de travailler sur les textes législatifs et réglementaires. J'ai répété cette proposition au président de la République, à la Première ministre et au président des chambres pour que les textes, avant même qu'ils aillent au Conseil d'État, l'AMF y soit associé. Et ce qui est intéressant, c'est d'associer les maires des communes de toutes les strates. Et ça, seule l'AMF peut le faire. C'est la seule association généraliste de maires et de présidents d'intercommunalité. Et je rappelle ensuite que sous le précédent mandat, à l'initiative de François Baroin, et avec son vice-président André Léniel, avait été créée une délégation à l'Assemblée nationale et au Sénat aux collectivités territoriales. J'en reçois tout à l'heure le nouveau président de l'Assemblée nationale, et pour essayer de fluidifier les relations à la suite de la fin du cumul des mandats, dont il s'avère que même les défenseurs, dont moi, parce que je pensais que c'était une bonne mesure, font le constat que c'était mieux avant. Pour le coup, on dit qu'il ne faut pas être nostalgique, mais apparemment, tout le monde est d'accord pour dire que c'était mieux avant, lorsqu'il y avait la possibilité de cumuler un mandat de parlementaire et de maire. Oui, Floriane Finet, journaliste à l'AEF, également au pôle social RH. J'avais deux questions qui concerneront notamment Muriel Fabre. Je voulais savoir si l'AMF avait une vision de ce que pourrait être la transition écologique d'un point de vue des employeurs, notamment parce qu'en gros, la crise climatique, elle est inévitable et ça va profondément transformer le quotidien des collectivités. Donc, je voulais savoir si vous aviez déjà réfléchi à ce que ça pourrait vouloir dire en termes d'évolution des emplois et des compétences. Et je pensais à ça notamment parce que l'Intercommunalité de France a publié il y a 2 jours une grosse étude sur le sujet où ils préconisent par exemple de former tous les agents aux enjeux écologiques, et ils préconisent notamment d'embaucher des agents pour mettre en place ces nouvelles politiques. Et ma deuxième question, ça concerne la suradministration que vous avez dénoncée en introduction de votre discours. Je voulais savoir si vous pouviez nous donner quelques chiffres et nous dire de quand ça date selon vous, parce que j'ai quand même l'impression que depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, il y a eu beaucoup de simplifications, de démarches, notamment dans le domaine écologique, qui ont été allégées aux grandes dames des ONG écologistes, pour le coup. Alors, plusieurs choses. Il faut déconstruire certains prérequis qui figurent dans vos questions. Si vous me permettez. Il y a très longtemps que les mairies
ont engagé une démarche d'employeur sur le plan écologique. Moi, je sais que je n'étais pas maire, mais service écologie urbaine qui est transversal depuis les années 90 à Cannes, et les formations qui sont faites, mais je sais que c'est dans le cadre de quasiment toutes les communes, je sais que évidemment, et soudain c'est le cas aussi, par exemple sur l'éco-conduite, sur le covoiturage, sur les écrans, et c'était vraiment, mais depuis plus de 20 ans, affiché sur des objectifs économiques, mais aussi écologiques. Hein. Donc, c'est un travail que nous refaisons en permanence. Nous proposons des livrets à nos adhérents. Il y a un certain nombre de documents qui sont produits, qui sont réalisés, de démarches pour aider les communes et les intercommunalités de France, que l'AMF représente, à être des employeurs intégrant ces problématiques essentielles, majeures dans le fonctionnement, etc. Mais ça va très loin, y compris sur l'alimentation, sur plein de choses. Bon. Sur le reste, écoutez, c'est une bonne chose, c'est une simplification. Je ne voudrais pas que ça se fasse sous grande dame des associations écologiques, mais en l'occurrence, c'est très simple. Il y a eu une augmentation des effectifs de la fonction publique de plus de 400 000 sur le dernier quinquennat. Et on n'a jamais autant eu de services publics en masse salariale et aussi peu d'agents sur le terrain. Et souvent avec des agents mal payés et mal considérés. Et ça se retrouve dans des chiffres. Donc, il y a eu plusieurs études. Il y a eu des études par des cabinets privés comme Plume, par exemple, le cabinet Plume, mais autrement, ça se retrouve dans les données officielles publiques. Les charges de back-office administratif qui sont nécessaires, mais à la bonne proportion. La moyenne en Allemagne, État fédéral, c'est 25% tout confondu. La moyenne européenne, c'est 23%. La Suède, qui fait l'actualité, qui est un État, lui, central, comme la France, centralisé, c'est un État-nation, c'est 24%. En France, c'est entre 33 et 35% selon les fonctions publiques. Donc, c'est énorme. Ce différentiel, si on part sur un pays très administré qui est l'Allemagne, qui est le deuxième après la France, mais c'est un différentiel de plus de 7 points, c'est un différentiel de 780 000 agents de plus, donc uniquement affectés à des tâches de back-office administratif. Mais il est évident que lorsque vous devez faire une unité de valorisation matière des déchets, eh bien, vous devez adapter le plan climat du départemental, donc ça nécessite une administration spécifique, puis vous devez mettre en œuvre le PADD, puis vous devez adapter votre PLU, puis ça doit être compatible avec la DTA, et ensuite il faut faire changer le SRADET. Et j'en oublie. Et j'en oublie à chaque fois, je le dis, mais j'en oublie, mais beaucoup des acronymes. Derrière tous ces acronymes, derrière tous ces schémas directeurs, qui ne sont pas forcément du dernier quinquennat, la tendance, elle date d'une quarantaine d'années en réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu un retour. Quand il y a eu les lois de décentralisation, il y a eu un mouvement aussi de volonté de recentraliser. Et la recentralisation, elle se fait par l'État, mais elle se fait aussi par les grands ensembles. Le fait de vouloir tout inscrire dans des schémas directeurs crée. On est appelé en permanence à des réunions chronophages pour établir des documents dont, dans le meilleur des cas, ils ne servent à rien, dans le pire des cas, ils sont opposables en droit. Donc, objectivement, à la fois d'un point de vue macro-administratif, en nombre d'effectifs et en moyens, il y a une réalité, c'est qu'on a la France à 780 000 agents de plus pour les tâches purement de back-office administratif qu'à proportion à population équivalente, le pays le plus administré après nous. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec 780 000 agents, les remettre sur le terrain, les augmenter, et réduire la masse salariale. Enfin, on pourrait à la fois défendre les contribuables et les usagers. Et puis, troisièmement, d'un point de vue micro, tout est devenu plus compliqué. Alors, oui, il est plus facile d'installer une éolienne, ça c'est vrai. C'est vrai. Sauf que c'est fait de façon tellement brutale, on a dévitalisé le pouvoir du maire en matière d'urbanisme sur les éoliennes, donc du coup, on crée un rejet de la population. et donc, ça a créé un effet pervers, c'est que ça complexifie totalement l'installation d'unités de production d'énergie renouvelable parce qu'elles ne sont plus l'objet d'une délibération locale. Voilà. Et moi, je l'ai vécu, c'est-à-dire qu'on peut m'imposer une éolienne si un propriétaire deal avec un installateur, je ne peux pas m'y opposer, quitte à avoir un paysage se dégrader et à avoir des nuisances. En revanche, on m'a empêché de faire mes panneaux solaires sur un local à poubelle. Voilà. Et c'est le quotidien, ça partout. Mais on va le publier, tout ça. On va montrer le livre noir de ces absurdités.
pour bien donner une réalité. Et ce n'est pas qu'empirique, ce n'est pas qu'inductif. À un moment donné, le macro, c'est une somme de micro. Voilà. Je crois qu'il est temps de lever une grève, comme disait le camarade Maurice Thorez. Allez, on va terminer avec vous. Merci. Anna Elpin, je l'avais fait info, encore une fois. Pour le fil habitat urbanisme, je voulais revenir sur les 2 décrets ZAN que l'AMF a attaqués. Christophe Béchu, rapidement après son arrivée au ministère de la Transition écologique, a annoncé sa volonté de les réécrire. Est-ce que vous êtes associé à la réécriture des décrets? Où en est le travail sur cette réécriture? Et dans quel axe vous souhaitez que les 2 décrets, à la fois celui sur le SRADET et celui sur la nomenclature des sols artificialisés, aillent? Bon. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de réécriture à ma connaissance. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de réécriture avec nous. En revanche, Christophe Béchu, à juste titre, et je trouve qu'en tout cas, il affiche une vraie compréhension de nos problématiques. Il était maire il n'y a pas longtemps, a adressé, à ma connaissance, nous en savons peut-être plus que moi, une circulaire au préfet et au sous-préfet pour leur dire une évidence, c'est-à-dire de ne pas appliquer de façon rétroactive la loi. Mais parce que c'est ce qui se passait. C'est-à-dire que beaucoup de maires nous ont alertés sur le fait que des DDT ou des préfets figeaient tous les projets en anticipation de l'application dans les SRADET. Donc, et il fallait qu'ils le fassent parce que c'était un vrai problème. Nous, on avait été dans les Vosges, dans plusieurs secteurs, on nous avait alerté là-dessus. Et enfin, sur le décret, alors là aussi, c'est des sujets techniques, mais ce que l'on souhaiterait, d'abord, c'est qu'il y ait les projets déjà validés à portée départementale, y compris environnementaux, puissent être déduits du total de l'artificialisation potentielle. Pour ne pas figer il y a des problèmes, il y a des projets très vertueux, y compris d'unités de production, pour reprendre la question précédente, qui aujourd'hui artificialiseraient, donc ne serait pas possible. Donc on voudrait qu'il y ait quand même des priorités, on parlait d'industrialisation, donc de revoir tout cela. Et deuxièmement, on dit que la chronologie n'est pas possible. On avait obtenu un délai supplémentaire dans le cadre de la loi 3DS, mais il y a des secteurs où ce n'est pas possible. Vous vous rendez compte, à l'échelle d'une région, aller dire qui peut mener des projets ou pas, il a fallu parfois 30 ans pour faire un SCOT. Et là, il faudrait 6 mois pour changer un SCOT. Ce n'est pas possible. Voilà. Ensuite, sur la nomenclature, on voudrait vraiment qu'on clarifie les choses, qu'on ne confonde plus artificialisation, imperméabilisation, qu'on mette un mot là-dessus et qu'on repousse. Pourquoi tout de suite voter, nous imposer une nomenclature par décret alors que cette nomenclature ne deviendra effective que dans 10 ans. Et on veut une étude d'impact. Je ne sais pas si ça résume bien, mais les techniciens de l'AMF qui sont dans l'autre partie de la salle seront beaucoup plus pertinents et précis que moi sur cette question-là. C'est à vous de le faire. Merci à vous. Merci de votre venue nombreuse et de vos questions et de vos intérêts pour nos actions.